On est calme, on est zen, on est relax, car il n'y a que des bonnes nouvelles dans le journal des bonnes nouvelles. Environnement. Environnement avec cette semaine une histoire qui, pour une fois, ne sera pas basée sur la protection de l'environnement, mais ça va plutôt être une histoire que je qualifierais, je te dirais, de sympathique, peut-être même drôle. Oui, drôle, je pense. C'est l'histoire d'un jardinier amateur anglais, donc du Royaume-Uni, Douglas Smith, qui a fait pousser la plus grosse tomate du monde. Alors ça, c'est une tomate qui pèse 3 kg 106 grammes avec un diamètre de 70 cm, ce qui est quand même une très grosse tomate. Hein. C'est quand même ouais, c'est assez conséquent comme tomate. Alors le record d'avant, parce qu'il y a des records hein, quand même, il y a des gens qui participent à ça, et en tout cas je vais te l'expliquer plus en détail, tu vas comprendre, mais le record d'avant était détenu par un autre Anglais. Ça a l'air qu'a priori au Royaume-Uni, c'est quelque chose qui les passionne beaucoup. Peter Glazebrook, qui lui avait une tomate de 2,9 kg, hein, et donc il s'est fait battre par Douglas. Alors Douglas a dit, et je le cite, les tomates géantes sont ma principale préoccupation en termes de compétition dans la culture des légumes. C'est très sérieux son histoire, lui. Mes dernières tentatives avaient tellement été peu fructueuses comparées à Peter Glazebrook, pardon, mais cette fois, je l'ai eu. Donc c'est vraiment, voilà, je cite exactement ce qu'il a dit. Alors il a tout expliqué après sa technique, hein. Évidemment il y a une technique pour faire pousser des tomates hors normes de cette manière-là, donc il y a un système d'ombrage très particulier. Il a coupé toutes les fleurs, c'est ce qu'il a affirmé, arrosé tous les jours. Il a mis un chiffon au-dessus de la tomate pour pouvoir maintenir une humidité relative très importante. Et les semences sont des semences très particulières qui viennent plus particulièrement d'une région des États-Unis où les tomates seraient un petit peu plus grosses que la normale, mais pas à ce point-là. Et lui, en faisant tout ça, alors en combinant tous ces éléments-là, il a réussi en fait à faire pousser la plus grosse tomate du monde, puisque c'était son seul objectif. A priori, c'est un objectif de vie très important chez lui. Si tu te demandes, et je suis sûr que tu te poses la question, je suis sûr que toi aussi, mais que va devenir cette tomate? Qu'est-ce qu'on va faire de cette tomate hein? On ne veut pas de gâchis. Ben, cette tomate va être envoyée en fait à un boucher local qui est un spécialiste de la saucisse et qui a répondu en disant que la tomate deviendra une saucisse tomate et basilic. Donc elle va participer à la conception de cette saucisse tomate et basilic. Ça répond à la question que très certainement tu devais te poser, de la curiosité, hein, c'est dans ce genre de situation, j'imagine, que va devenir la tomate, c'est quelque chose d'important. Technologie. Technologie avec cette semaine encore une histoire inspirationnelle mais vraie, donc c'est ça qui est toutes les histoires que je raconte dans le journal des bonnes nouvelles sont toujours vraies, mais inspirationnelles, bref, ça sert à rien ce que je viens de dire. Un jeune homme qui a appris en fait à concevoir carrément de la robotique en regardant simplement des vidéos sur YouTube dans le seul objectif d'aider les amputés à travers la planète. Donc on va raconter l'histoire de ce jeune homme-là, c'est Easton Lachapelle qui vit à Mancos au Colorado, petite ville de Mancos, très passionné, qui à l'âge de 14 ans déjà avec des Legos s'amusait à construire des robots qui étaient réellement des robots articulés qui fonctionnaient avec des fils de pêche et de l'électricité qui venait de petits tubes fluorescents. Donc il arrivait à concevoir un petit peu d'électricité qui faisait en sorte que le robot fonctionnait quand même, carrément. Il a commencé par donc regarder des techniques sur Internet. À 25 ans, il réalise son premier robot afin d'aider des gens à mobilité réduite. C'est ça l'intérêt. Et en faisant la promotion un petit peu de son nouveau système, il a rencontré une jeune fille de 7 ans qui alors était amputée. Et là, ça a été un petit peu le déclic chez lui. Il a vu que la prothèse n'était pas appropriée. C'est une prothèse qui coûte quand même 80 000 $, qui est excessivement chère. Et il s'est dit dans sa tête que ce n'était pas possible que les amputés ne puissent pas avoir plus d'options que ça en matière de prothèse pour que leur vie soit quand même améliorée du mieux qu'ils peuvent. Ça a réellement été un déclic et il s'est lancé à fond là-dedans. Donc il a créé sa première prothèse
à ce moment-là tout seul chez lui pour une fraction minime du prix de 80 000 $ pour quelque chose de très peu cher. Une prothèse qui était à la fois non seulement plus légère, mais aussi plus fonctionnelle, mais aussi plus forte, plus durable dans le temps. Ça l'a amené à la Maison Blanche où il a rencontré Barack Obama. Sa prothèse a fait le tour du monde. Il a pu serrer la main de Barack Obama, ce qui lui a ouvert les possibilités de faire une carrière. Donc évidemment, la NASA l'a appelé, évidemment, peut-être je ne sais pas, mais la NASA l'a évidemment dans le sens où effectivement sa carrière a découlé du fait qu'il a été à la Maison Blanche et quand même rencontré Barack Obama et fait une prothèse qui a fait le tour du monde, donc c'est quand même pas rien. Et il a pu faire partie de Robonaut Project à la NASA. Alors ça, c'est un projet en fait qui permet de faire en sorte que les astronautes puissent contrôler les robots dans l'espace depuis la Terre. Je ne sais plus parler. Les robots dans l'espace depuis la Terre. Donc les astronautes sont dans l'espace, je vais y arriver, et les gars qui sont sur la Terre réussissent à contrôler les robots, par exemple à la station internationale, depuis la Terre. Donc il travaillait là-dessus. Il n'a pas travaillé là-dessus très longtemps. Il a emmagasiné pas mal d'argent grâce à quand même un salaire qui était assez mirobolant. Parallèlement à ça, il s'est fait offrir beaucoup de bourses d'études pour participer à des projets scientifiques dans les diverses universités les plus prestigieuses là-dedans, hein, dans cette matière-là aux États-Unis. Il a refusé en bloc, il a démissionné de la NASA. Son seul objectif a été de créer sa propre compagnie, ce qu'il a fait à Marcos, encore une fois, au Colorado, où il est resté, sa ville. Et la compagnie, bien sûr, qui est dédiée à construire des éléments robotiques pour aider les amputés, puisque finalement, c'était son idée à la base. Donc, il a utilisé tout cet argent-là. Il a décidé qu'il n'y avait pas assez d'argent, donc il a fait un GoFundMe sur Internet afin de rassembler un petit peu plus de pognon pour avoir une compagnie plus grande, pour avoir des employés, pour avoir plus de matériaux possibles afin d'élaborer ces prothèses-là qu'il voulait faire. Ce qu'il a réussi à faire. En moins d'un mois, il a réuni 1,568 millions de $. Il a réussi à créer une compagnie avec un entrepôt de 2000 m² qui est dédié uniquement à la création des prothèses. À l'heure actuelle, il en vend partout dans le monde, des prothèses de toute taille pour toutes les personnes, de n'importe quelle couleur de peau aussi, ça s'ajuste. Et aussi, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il a mis les modèles de ces prothèses sur Internet. Donc tu peux aller les regarder, c'est libre d'accès et tu pourrais, si tu en as les capacités, le refaire chez toi. Je vais citer ce qu'il a dit. Il y a plus de 40 millions d'amputés dans le monde et seulement 5% d'entre eux ont accès à des prothèses. Pour moi, c'est inacceptable et je vais contribuer à faire quelque chose. Et c'est le livreur. J'avais dit que ça allait faire du café. Ouais, oui, ça va terminer sur la cloche. C'est du café qu'on se fait livrer. Coronavirus oblige. Divertissement après le petit interlude du café dû au coronavirus, puisqu'on se fait livrer. On s'en va dans un magasin Dogs and Docks, un magasin qui en fait est basé à Calgary en Alberta au Canada, où tu peux te faire imprimer la face de ton chien sur un masque pour protéger du coronavirus, de la Covid-19. Il va y avoir des images au montage ici et là, et les images parlent d'elles-mêmes, clairement. J'ai trouvé ça très ridicule, honnêtement. Danielle Schul a mis ça sur Facebook, donc c'est elle évidemment la créatrice, l'instigatrice de ce projet, et c'est devenu instantanément populaire. Donc tu amènes en fait la photo de ton chien et elle est capable de la répliquer sur un masque. Coût du masque 15 $ canadiens. Alors Danielle, elle a reçu aussi, pas uniquement que des photos de chiens, hein, là c'est des photos de chiens mais il n'y a pas que ça, elle a reçu aussi des photos de serpents, mais aussi de hamsters ou de tout type d'animaux de compagnie. Alors je vais citer ce qu'elle a dit. Si tu peux créer une idée qui fait que les masques sont plus fun à porter, pourquoi pas, pour motiver les gens à porter le masque, hein, parce qu'on sait qu'à travers le monde, il y a toujours des gens qui sont anti-masques et on ne comprend toujours pas pourquoi. Je veux dire, il a été prouvé que le masque est plus qu'obligatoire à l'heure actuelle pour éviter de propager la Covid-19. Bref, voilà, le masque comme élément de mode à nouveau, mais en même temps divertissant, donc pourquoi pas. Moi, je trouve ça drôle. Je le ferai pas, j'ai un chien, je le ferai pas. C'est bizarre, c'est trop bizarre. Canada News, on s'en va à Montréal. Alors là, c'est pour du plus sérieux hein, par rapport à ce qu'on a pu avoir avant dans le journal des bonnes nouvelles. Là, on est un petit peu plus dans le sérieux. Le 29 août a eu lieu une manifestation à Montréal pour Black Lives Matter. Je dis tout le temps lives, c'est lives. Hein? Lives. Mon anglais est toujours
Je sais pas, mes prononciations, enfin, bref, c'est pas super bon. Je me débrouille en anglais, mais la prononciation, c'est zéro. C'est la prononciation à la française. Donc c'est Black Lives Matter. Black Lives Matter. Bref, il y a une manifestation le 29 août et ils ont déboulonné la statue de Sir John A. Macdonald. Alors, pourquoi ils ont fait ça et qui est ce monsieur-là? C'est ça que je trouvais intéressant et j'ai fait des recherches là-dessus. Ce monsieur-là, c'était quand même pas n'importe qui, c'est un des fondateurs de la Confédération canadienne et notamment aussi un des personnes les plus influentes qui a permis de développer le chemin de fer qui a relié la côte Pacifique en 1885. Ça a été l'instigateur de l'acte de l'Amérique du Nord britannique le 1er juillet 1867, soit le début de la Confédération canadienne. C'est pour ça d'ailleurs que le 1er juillet est férié, à cause de cette date-là. Mais c'est aussi, et c'est là-dessus, peut-être il y a une première partie, mais c'est surtout la deuxième partie sur laquelle les gens se sont basés pour déboulonner la statue, c'est un politicien qui était très corrompu. C'est-à-dire qu'il y a eu notamment le scandale du Pacifique, qui a fait que qu'en 1873, il a dû démissionner de ses fonctions de Premier ministre pour finalement d'ailleurs réembarquer dans les fonctions de Premier ministre en 1878. Mais bref, c'était une corruption parce que en fait, le contrat de chemin de fer qu'il y avait, il l'avait donné à une compagnie montréalaise slash américaine qui était de ses amis, alors qu'il y avait une autre compagnie torontoise qui essayait d'avoir aussi le contrat, et il a fait en sorte que cette compagnie-là montréalaise puisse avoir le contrat. Ça c'est su, il a dû démissionner, mais il est revenu peu de temps après pour créer la Confédération et le chemin de fer qu'il a pu faire à partir de 1878 où il est revenu. Alors là, il est rentré dans une politique ultra agressive anti-autochtone. Ça a été réellement son cheval de bataille d'essayer de réduire à néant toutes les Premières Nations, entre autres, qui ont été les premières victimes, mais aussi tous les autochtones qui puissent exister au Canada. Ça a été horrible. Donc, notamment, par exemple, les Cris, qui avaient été peu touchés jusque-là par l'injustice, ou qui vivaient quand même dans des plaines, vastes étendues dans l'ouest du Canada, se sont fait toucher également. Ils y sont tous passés. Donc, relocalisation des autochtones dans des endroits spécifiquement contrôlés par le gouvernement, dit des réserves, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, pour faire ça, d'ailleurs, ils ont créé une famine dans les réserves des autochtones pour les en faire sortir, pour les obliger à sortir de là. Après ça, ces zones contrôlées-là qu'ils avaient en main, ils ont décidé de leur donner des sortes de passeports, ce qu'ils appelaient les papiers pour les Indiens. Tu n'avais pas le droit de sortir de ces zones contrôlées. Évidemment, il y a eu la création des fameux orphelinats qui étaient plutôt horribles, où on enlevait les enfants à leurs parents, on leur coupait les cheveux, alors que les cheveux c'est un symbole qui est très fort pour les Premières Nations. On les empêchait de parler leur langue, on les obligeait à devenir catholiques. Et à un moment donné, quand le gouvernement lui a demandé des comptes par rapport à ces zones contrôlées en disant ces zones coûtent trop cher au gouvernement, il a répondu on fait ce qu'on peut afin de leur refuser le plus de nourriture possible dans le but de réduire les dépenses de l'État. Il crée une deuxième famine en plus de ça. Donc, mon point, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de protéger cet homme-là en disant que c'était pas bien d'avoir déboulonné sa statue. Je suis pas du même avis. Je pense que c'était une bonne idée de déboulonner sa statue. Il n'a rien à faire là, ce monsieur-là, même si c'est un des pères fondateurs de la Confédération canadienne. Ça valait la peine d'en parler. C'est quand même Canada News, donc ça vaut la peine d'en parler. Et il est plus que temps qu'on ne donne plus de crédit à tous ces gens-là. C'est fini, ça. J'espère. Science. On repart dans une autre histoire plus ou moins inspirationnelle. Aux États-Unis, un monsieur du nom de Cameron Smith, qui est un professeur en archéologie, a réussi à élaborer sa propre combinaison spatiale fonctionnelle. Il l'a fait lui-même. Alors ça, c'est un exemple de courage et surtout de ténacité, parce que ça lui a pris 2 ans. Il a commencé en 2018, il vient à peine de réussir. Ça a pris 2 ans pour faire ça. Alors, il a affirmé que c'était une obsession depuis son plus jeune âge, quand il avait vu et quand il était jeune, les astronautes marcher sur la Lune. Il s'était dit qu'il voulait absolument aller dans l'espace et pour ce faire, donc, élaborer une combinaison spatiale. Il a essayé naturellement d'appeler la NASA afin de demander des conseils, de demander un petit peu, voilà, vers quelle direction je peux me diriger, mais il n'y a jamais eu de réponse. La NASA ne l'a jamais pris au sérieux, jamais répondu.
Mais peu importe, après de multiples échecs et ces erreurs qui n'ont pas réellement fonctionné, il a réussi à créer sa propre combinaison spatiale d'une valeur de 1000 $, qui est une sorte de bric-à-brac honnêtement, mais qui est fonctionnel. Une sorte de bric-à-brac, dedans tu vas retrouver une batterie de moto ou encore une pompe d'aquarium, mais tout ça est utilisé dans la combinaison pour que ça soit fonctionnel. Donc, pour qu'elle soit fonctionnelle, il faut la tester. Alors il a pris un ballon, c'est le genre de type de ballon montgolfière que tu peux utiliser, qui peuvent monter à des altitudes hallucinantes. C'est des ballons un peu spécifiques, là. Je sais que la météo les utilise beaucoup. Et il est monté à 5000 pieds d'altitude où il n'y a quasiment plus d'oxygène. Déjà, juste quand tu montes en haut de l'Everest, tu ne peux plus respirer, tu as besoin de... Donc là, il n'y a plus d'oxygène. Et là, ça marche. Ça marche. Donc le gars était aux anges, quoi. Il était aux anges. Il a quand même un prochain objectif, c'est de pouvoir réutiliser un de ces ballons-là pour monter à 63 000 pieds. Alors, 63 000 pieds d'altitude, pour donner une idée, c'est quand tu arrives à la frontière, en fait, entre la planète Terre et l'espace, mais que tu n'es pas encore dans l'espace. Tu es quand même encore avec l'attraction planétaire, tu peux encore redescendre, tu t'en vas pas dans l'espace, mais tu es tellement à cette frontière-là que l'oxygène est inexistant. Donc c'est réellement son prochain objectif, il va renforcer sa combinaison ou faire un autre modèle, je ne sais pas c'est quoi qui est dans l'idée, pour pouvoir faire en sorte de créer sa propre combinaison spatiale. Donc comme quoi, voilà, quand tu es tenace, j'imagine, et que tu apprends de tes essais-erreurs, tu arrives toujours au bout des choses. J'imagine. En tout cas, pour lui, c'est vrai. Politique. Politique, alors avec encore une histoire inspirationnelle, l'histoire de Roy Austin. Roy Austin, c'est un Américain de la ville de Boston, en Caroline du Sud, qui, à un moment donné, a décidé de partir faire un safari au Kenya, dans le parc national d'Amboseli, mais pas un safari pour chasser des animaux, un safari pour simplement les regarder, les observer dans leur milieu naturel. C'est juste ça qu'il voulait faire. Il voulait comme moi, j'adore les lions, il voulait voir des lions dans leur habitat naturel. Alors quand il est allé là-bas, ce qui l'a choqué le plus, en fait, ça n'a pas été, ou ce qui l'a surpris le plus, ça n'a pas été les animaux dans leur habitat naturel, mais ça a été les écoles dans la campagne proche où il était au Kenya, rural, des écoles primaires et secondaires qui n'avaient absolument aucun moyen. Il a rencontré des enseignants, et ce qu'il a dit, je vais citer, dans les campagnes du Kenya, le gouvernement ne construit pas d'école. Tu dois soit la construire toi-même, soit organiser une levée de fonds pour en faire construire une. Alors, revenu chez lui, et ça c'est très, très important, sa femme était décédée en fait quelques mois auparavant, et comme il le dit, je reprends ce qu'il disait lui-même, il cherchait un petit peu un sens à sa vie, il s'est dit que c'était ça, son sens à sa vie. Il l'avait trouvé. Et que la moindre des choses, c'était de faire quelque chose pour ces écoles-là au Kenya. Donc il s'est mis ça en tête. Il a créé une œuvre de charité qui s'appelle Libraries for Kids International. Et les premiers temps, donc son objectif premier, c'était d'envoyer des livres, en fait, dans les écoles primaires et secondaires au Kenya, qui non seulement n'ont pas la possibilité de faire construire des écoles par leur propre gouvernement. Alors imagines-tu, ils n'ont aucun livre, ils n'ont pas de bibliothèque, donc il s'est dit, moi je peux faire quelque chose à ce niveau-là, et je vais faire ça. Dans les premiers temps, il a réussi à envoyer 1000 livres à 11 écoles au Kenya, ce qui est quand même relativement bien, en passant d'ailleurs par la poste ordinaire, moins cher que FedEx. À l'heure actuelle, donc il a commencé ça il y a 2 ou 3 ans, à l'heure actuelle on est à 22 000 livres, qui partent d'Atlanta, des cargaisons qui partent par bateau et qui vont un petit peu partout au Kenya et ailleurs dans d'autres pays africains. Son objectif, c'est d'élargir ça à l'Afrique le plus possible et éventuellement d'attaquer l'Amérique latine. C'est ça son objectif. Je vais te citer ce qu'il a dit. Quand j'ai commencé, les gens m'ont dit c'est impossible, c'est trop cher de faire envoyer des livres, ils disparaîtront sûrement aux douanes. Une des pensées de ma vie, c'est de se concentrer sur les objectifs et non les obstacles. Si tu te concentres sur les difficultés, tu ne feras jamais rien. A l'inverse, si tu te concentres sur les objectifs et résous les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, presque tout est possible. Donc c'est bien, c'est très inspirationnel. Et grâce à lui, tous ces enfants-là, ils ont des livres et il y a des photos, sûrement que tu en auras au montage, ils sont super contents d'avoir des livres et de pouvoir étudier. Donc ouais, un pouce à Roy Austin, politique, parce que lui, il fait encore une fois le job du gouvernement du Kenya, quelque part. Donc c'est bien, bravo. World News. World News, alors cette semaine, c'est un World News que j'aime vraiment beaucoup. C'est quelque chose que j'ai découvert et waouh, c'est vraiment cool. En Finlande, dans la ville de Lahti, ça c'est au nord de la capitale Helsinki, la mairie a mis au point une application cellulaire pour limiter les émissions de carbone. Alors,
en fait, en tant qu'habitant, tu vas pouvoir charger cette application-là qui s'appelle CityCap. Tes données carbone vont rentrer dans l'application, à savoir combien tu en as, combien tu as pu polluer au niveau du carbone selon si tu as pris ta voiture, si tu as été dans le bus, si tu as été à vélo, si tu as été à pied. D'accord? Donc ça donne un petit peu c'est quoi ton facteur de pollution en tant que personne. Évidemment, plus ton facteur d'émission de carbone est bas, plus, bah évidemment, tu ne sais pas, mais plus ton facteur d'émission de carbone est bas, plus tu vas gagner ce qu'ils appellent des euros virtuels. Donc l'application va te donner des euros virtuels que tu vas pouvoir utiliser. C'est ça qui est cool. Tu peux l'utiliser pour acheter, évidemment, c'est un partenariat avec la mairie de cette ville-là, des tickets de bus, des phares pour ta bicyclette, tu peux faire ça, un accès gratuit à la piscine municipale, ou encore même un partenariat avec un café dans la ville où tu vas pouvoir avoir des gâteaux et des cafés gratuits. C'est cool, tu utilises tes euros virtuels avec ton cellulaire et tu peux avoir accès à tout ça. La ville est devenue très rapidement, dans le courant de l'année, la capitale verte de l'Europe. Donc déjà, on voit qu'il y a quand même une incidence. Les gens ont majoritairement participé à ça. Moi, si ça existait, c'est sûr que je le ferais. J'aime ça déjà, Pokémon Go, parce que je marche beaucoup. Mais là, c'est en plus, parce que je marche, tu me donnais la possibilité de gagner des euros virtuels et de pouvoir les dépenser ailleurs. Je trouve ça juste formidable, c'est sûr que je le ferai tout le temps. Et là, la ville, évidemment, la ville de Lahti, comme j'ai pu la citer tout à l'heure, peu importe, la ville de Lahti a déjà dit qu'elle allait multiplier ses partenaires pour donner plus de possibilités afin de dépenser tes euros virtuels. Et les développeurs de cette application-là, CityCap, ont dans l'objectif de mettre ça mondial, donc développer pour plusieurs villes. C'est sûr que dès que ça arrive à Montréal, moi je prends l'application tout de suite et je participe à ça, c'est clair. Moi j'ai trouvé ça cool comme nouvelle. Une des meilleures nouvelles de cette semaine, pour moi, je pense. Ça vient me chercher. Et on termine avec l'anecdote du jour. Aujourd'hui, il y a deux anecdotes qui sont concentrées pas mal sur le milieu animal. La première, c'est par rapport à Pablo Escobar. Pablo Escobar, le cartel de Medellín, je pense c'est ça, le boss du cartel de Medellín, créateur, fondateur, qui est mort en 1993. Si tu ne le savais pas, il avait un zoo personnel là-bas, et avec plein d'animaux exotiques, beaucoup d'animaux africains, et malheureusement, la Colombie s'en est plus ou moins préoccupée de ces animaux-là. Et entre autres, il y avait 4 hippopotames. Et comme personne s'en est préoccupé de ces 4 hippopotames-là, à l'heure actuelle, en Colombie, il y en a 4000 des hippopotames. Donc c'est rendu un gros problème. Comme c'est un animal qui est quand même assez protégé et que c'est un animal qui est ultra territorial et très agressif, les gens qui vivent dans les régions ont du mal un peu avec les hippopotames. Donc maintenant, il y a des hippopotames. Il n'y en avait pas avant en Amérique latine. Et maintenant, grâce à Pablo Escobar, ou plutôt au fait que le gouvernement colombien n'a pas voulu s'en préoccuper, il y a plein d'hippopotames. Autre anecdote aussi que je trouvais cool, c'est très court, mais sais-tu que testeur de nourriture pour animaux, c'est un job qui existe en tant qu'être humain, pas en tant qu'animal. Tu peux tester la nourriture pour animaux, tous les animaux, les oiseaux, les chiens, les chats, etc. Et tu gagnes quand même 60 000 $ par année. 60 000 $ par année pour manger de la bouffe pour chien, de la bouffe pour chat. C'est quand même quelque chose. Il paraît que c'est très important, surtout au niveau du goût. Bon, ça aurait une incidence par rapport aux ventes, au niveau du goût. Est-ce que tu le ferais? Ouais. Même pour 60 000 $ par année? Gagner 60 000 $ pour faire des choses plus agréables. C'est gagner 60 000 $ pour faire des choses plus agréables. Ouais, ok. Donc voilà, je vais lancer la question dans les commentaires si jamais il y a quelqu'un qui veut répondre s'il le ferait, 60 000 $ par année pour 8 heures par jour manger de la bouffe pour animaux. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est un objectif de vie, en effet, mais bon, en tout cas, c'est peut-être mieux d'envoyer des livres au Kenya que de manger des... Mais bon, lui, c'est une œuvre de charité, c'est pas pareil, on va pas tout mélanger. Le ferais-tu 60 000 $ par année pour manger de la bouffe pour animaux? Il y a des gens dans les études pour dormir qui sont payés comme 40-50 000 $ par année pour dormir. Comme tout le temps dormir. Ah, c'est ça, bien, je fais ça. Ah, 50 000 $ par année. Ah oui. 50 000 $ par année pour une sieste. Hein. Bah, tu dois être tout le temps fatigué, par exemple. Tu dors tellement tout le temps. Donc après, pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires ou la bouffe pour animaux comme tu veux, le compte Instagram qui existe toujours et que j'actualise, bien entendu, si tu es sur Instagram, tu as pu le voir, et puis on se dit à la revoyure, ciao, bye.
Donc voilà. Il est à l'école, j'ai aucune participation de musique, donc ça va terminer comme ça. Non, 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 non.